Bon lundi à tous, re-bienvenue à Autour de la Ligue avec Annick et Shane. Shane, comment ça va? Ben, après la victoire d'hier, je pense que ça va très bien, hein? On peut pas se plaindre. Non. C'est... t'as une couple de stats intéressants que notre producer James a envoyé dans nos commentaires. Si tu veux en parler, de qu'est-ce qui se passe quand le Canadien mène une série 3-0. Écoute, ça fait 33 fois dans l'histoire de l'équipe qu'on a mené 3-0, puis on n'a jamais perdu le 4e match. Donc, dans des situations de 3-0, on est 33-0. Aucune défaite. Donc, wow. je dis ça de même, Hein? Juste par curiosité, si ça vous tentait de le savoir, c'est la statistique en ce moment. On n'est pas en train d'insinuer absolument rien avec cette statistique-là. N'importe quoi pourrait arriver à soir, les Jets pourraient se réveiller. Mais on va retourner là-dessus dans pas longtemps. On voulait toucher vite fait sur le choix de repêchage qui a eu lieu la semaine passée. Donc, Buffalo, c'est le premier pick. C'était à s'attendre. I guess c'est comment on peut dire ça? La chance de Taylor Hall. Ça fait quoi? 6 équipes sur 9. Aussitôt qu'il quitte, il gagne la première ronde. Le premier choix, je veux dire. Ridicule. Puis, écoute, si tu parles d'une équipe qui en a besoin du premier choix, c'est bien Buffalo. Hein? Ça, c'était une saison oubliée. Puis, moi, j'ai comme l'impression qu'ils vont choisir Owen Power. Ça a l'air d'être le consensus. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est le meilleur prospect disponible. Écoute, il est quoi, comme 6 pieds 5, le gars, il a 18 ans. Il a joué pour équipe. Il a joué pour Équipe Canada en Lettonie, puis moi, je trouve qu'il a bien fait. Félicitations à Buffalo. Il y a aussi Seattle qui va choisir deuxième. Puis, ça, il y avait une couple qui n'était pas content avec ça. Moi, ça me dérange pas. Moi non plus. Puis Anaheim va avoir le 3e choix cette année. C'est pas un repêchage tellement spécial, c'est pas deep comme les autres années. C'est ça. Puis il y a le fait aussi que les équipes n'ont pas pu vraiment regarder les joueurs. Ils ne sont pas allés les voir jouer. Il n'y a pas eu de combine à Buffalo comme d'habitude. Donc, le repêchage va être assez intéressant. Écoute, moi, je me dis que dans 5-10 ans, on va voir beaucoup de steals, comme entre guillemets, des joueurs qui vont être choisis en 2e, 3e ronde qui auraient pu être choisis comme dans le top 5. Fait j'ai comme l'impression qu'on va en avoir beaucoup de ça. Une comparaison quasiment à Jake Evans, un joueur de 7e ronde, tu sais. Ça aurait pu être facilement un choix de 2e ronde en ce moment, si c'est pas première, là. Non, t'as raison, c'est dommage qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir une expérience de repêchage, pas même choix de repêchage, je veux dire comme avoir le combine, puis d'avoir les scouts qui sont allés les voir, puis la pression de jouer mieux à cause de ça, c'est dommage, mais écoute, c'est ce que c'est, tout le monde vit la même chose en ce moment. Pas grand-chose qu'on peut changer. Une équipe que j'ai trouvée, pas qu'ils se sont fait shafter un peu, mais je m'attendais qu'ils choisissent beaucoup plus en avance, c'est Vancouver. Ouais. Avec la saison qu'ils ont eue, puis tout, j'ai vu, je pense que c'est 10e, si je me trompe pas, puis j'ai fait comme cool, Colin, puis j'ai vu, j'étais allé sur leur Twitter, puis c'était comme un gros meltdown total des partisans, là. Ouais, mais je pense Seattle, c'était la seule équipe qui a bougé en termes de placement, tu sais, avec les chances d'avoir le premier choix, toutes les équipes vont choisir aussi qui étaient supposés de choisir, sauf Seattle. Seattle était supposé choisir 3e, puis finalement, ils ont monté d'un rang. Mais c'est rare qu'on voit ça, que presque aucune équipe bouge. D'habitude, il y a au moins une équipe qui saute d'une coche, comme on a vu l'année passée. Là. L'équipe qui était dans les séries, le premier choix, ça c'était quelque chose. C'était du pure luck. Ouais, faut être content si t'es un fan de Sabre de Buffalo. C'est pas mal ça que t'as de besoin. Là. Un choix de premier tour, c'est tout ce que tu peux demander présentement. Oui, mais je suis sûr que l'équipe de Buffalo en demande beaucoup plus en ce moment. Parce qu'on s'entend qu'un choix de repêchage de première ronde, c'est pas une solution immédiate pour l'équipe. Tu sais, c'est quoi les chances qu'ils fassent l'équipe l'année prochaine? 1. Puis de 2, c'est pas le seul problème, comme que j'ai dit, là, tu sais. Mais ça, c'est tout un autre épisode. It's a show of its own, comme qu'on dit. C'est le shit show de Buffalo. Bon, pas d'autre façon de le mettre. Bien dit. Gérard Galland,
qui revient d'une déficit de 3-0, de 0 en 3, puis qui gagne la médaille d'or avec l'équipe Canada. Je m'attendais pas à ça du tout. Mais non. Écoute, quand tu te fais laver par la Lettonie, ouais. T'es fini, là. Tu fais ça à un moment donné, là. Il n'y a aucune chance. C'est sûr qu'il y a des joueurs qui sont arrivés un peu après. Je me souviens de Mangiapane. Il n'a pas commencé avec l'équipe. Puis c'était lui qui a gagné le meilleur joueur du tournoi. Il était incroyable. J'ai fait un beau but dans le match de médaille d'or. Mais c'est la première équipe dans ce tournoi-là qui a perdu ses 3 premiers matchs. Puis en fin de compte, ils ont gagné la médaille d'or. C'est assez impressionnant. Mais écoute, je ne sais pas si tu as regardé le but en prolongation. Ouais. Écoute, c'était n'importe quoi. C'est Connor Brown, il a fait tout un jeu. Passe à Nick Paul. Nick Paul, c'est facile dans le but. Terminé. Qu'est-ce que tu penses de la prolongation de 3 en 3 pour une médaille d'or? Tu penses-tu que ça devait rester un 20 minutes de 5 contre 5 ou est-ce que c'est l'affaire à faire d'avoir du 3 en 3? Ouais, je trouvais ça bizarre aussi quand j'ai vu ça, mais je pense, personnellement, je dirais plus avec le 5 contre 5, un peu comme les séries éliminatoires. C'est ça. Il n'y a pas de 3 contre 3, fait que je me dis, c'est une situation assez intense, là. C'est pas moi qui fais les règles, mais je pense que j'irais plus vers le 5 contre 5. Ben, c'est comme ça crée un tir de barrage pour les playoffs. Là, moi, je trouve ça un petit peu ridicule. Là. Je trouve que ça devrait rester du 5 contre 5. Les deux équipes ont une chance égale. Mais écoute, ça a fonctionné dans notre faveur. On ne peut pas chialer. Mais ça apporte beaucoup de discussions par rapport à Gérard Galland. Parce que c'est sûr qu'il va se trouver une place dans la Ligue nationale dans les prochains mois. La question, c'est où? À matin, qu'est-ce qui trendait? C'était les Rangers de New York. Que moi aussi, personnellement, je trouve que ça serait un bon fit pour lui. Est-ce que je préférais l'avoir à Montréal? 100% sûr. C'est un excellent coach, mais il ne parle pas français, ça, c'est un autre show. C'est ce que c'est, mais écoute, Gérard Galland, il faut qu'il donne le respect. Il t'a coaché une Moses de bonne série, là. Moi, ça me fait capoter. À chaque fois que je vois que Gérard Galland n'a toujours pas de job, là, je me gratte la tête. C'est comme, voyons donc. Ça. C'est lui qui a amené, c'est pas lui tout seul, là, mais il a amené Vegas dans sa première saison en finale de la Coupe Stanley. Peu importe qu'est-ce qui se passe en arrière, c'est sûr qu'il y a de quoi qui se passe qu'on ne voit pas. Là. Un coach de même, que tous les joueurs qui ont joué pour lui disent qu'il est incroyable, c'est sûr qu'il y a de quoi qu'on ne sait pas, parce que ça ne fait pas de sens. Faut que ce gars-là soit un coach. Là. Ça ne marche pas. 100%. Puis, tu as aussi quelques statistiques pour les nominés qu'il y a eu autour de la Ligue cette semaine. Oui, c'est ça, les trophées de fin de saison. Dans le fond, on a une couple de nominations, en commençant par le trophée Vizina pour le meilleur gardien. Il y a Andrei Vasilevskiy de Tampa Bay, Marc-André Fleury de Vegas et Philippe Grubauer de l'Avalanche. Très bon choix. Mon choix personnel, ça serait Marc-André Fleury, mais moi aussi. c'est personnel. Moi, je pense peut-être que Vasilevskiy va gagner comme d'habitude. Il est trop fort. Ensuite, on a le Ted Lindsay pour le meilleur joueur voté par l'Association des joueurs, le NHLPA. Il y a Connor McDavid, Austin Matthews et Sidney Crosby. Si je me fie à ce que les joueurs disent, ça va être Connor McDavid. Assez facile comme choix. C'est quasiment donné, celle-là. Ensuite, on a le trophée Calder pour la meilleure recrue. Il y a Kirill Kaprizov du Wild, Alex Nedeljkovic des Hurricanes et Jason Robertson des Stars. Je pense qu'il n'y a même pas de compétition pour celle-là. Tout le monde sait c'est Kaprizov. Ensuite, on a le King Clancy pour les contributions humanitariennes. On a Curtis Gabriel des Sharks, Pecorine des Prédateurs et Piquet Subban des Devils. C'est dur un peu de faire des prédictions sur ces trophées-là, un peu comme le Lady Byng. C'est pas des trophées que tu as des statistiques, tu peux comparer des choses de même. Fait que ça, c'est juste le fun pour ces joueurs-là. Ensuite, pour le Lady Byng, c'est pour le meilleur joueur, le joueur qui a démontré le plus d'esprit sportif. Donc, on a Austin Matthews, Jacob Slavin et Jared Spurgeon. Encore une fois, c'est dur de dire une prédiction sur celle-là. Et finalement, la
Les derniers nominés qu'on a eus, c'est pour le trophée Selke, pour le meilleur attaquant défensif. On a Patrice Bergeron, comme d'habitude, chaque année. Alex Barkov et Mark Stone. Moi, ce que j'aime pas un peu, ce que j'aime pas un peu, c'est Philippe Danault encore. Il n'y a rien. Puis c'est sûr, moi, j'ai pas regardé les matchs des Panthers, de Boston puis de Vegas. Je peux pas vraiment dire, OK, ouais, ceux-là étaient meilleurs que Danault, mais écoute, c'est beau. Ce qu'ils ont fait en série, ça compte pas, là. Mais quand même, en saison régulière, je trouve qu'il a fait un maudit bon travail défensivement. Mais regarde, si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine, c'est correct. C'est ça. Écoute, est-ce que Philippe Danault a eu la meilleure de ses saisons cette année? Personnellement, moi, mon choix, c'est non. Mm-hmm. Je n'ai vu des meilleurs. Mais est-ce que tu peux dire qu'il y a eu une maudite bonne saison quand tu regardes sa ligne contre les meilleurs joueurs tels que Connor McDavid, Austin Matthews, tout ça? Il y a une raison pourquoi ça s'appelle le shutdown line. Il les a tenus off le scoreboard. So, oui, je peux dire que quand ça vient à jouer à travers des meilleurs joueurs à travers de la ligue, oui, il a fait sa job cette année. Puis surtout, on ne veut pas comparer pendant les séries éliminatoires, mais il a fait. Je trouve qu'il y a des très bonnes séries, puis ça va it's a matter of time avant qu'il se fasse nominer pour ce trophée-là, parce que oui, c'est un joueur qui joue très défensif, puis que les autres joueurs à travers de la ligue le disent que c'est quelqu'un qui n'est pas facile à jouer contre. Donc, oui, est-ce qu'il se fait snobber un peu? 100%. Mais est-ce qu'il y en a qui ont été meilleurs cette année? Oui. Peut-être. Dans mon opinion, peut-être, oui. Donc, c'est rien contre Philippe Danault. Écoute, c'est un très bon joueur. Ça reste à voir aussi s'il se fait re-signer cet été ou pas. C'est quelque chose qu'on a discuté dans le post-game show, c'est que si tu aurais à prendre Thomas Tatar, qui est assis d'un gradin en ce moment, ou Philippe Danault, 100% sûr, je reprendrais Philippe pour la saison qu'il y a eu comparé à Thomas. Mais c'est un joueur élite qui est assis dans les gradins puis qui regarde le jeu se faire jouer puis ne peut pas absolument rien faire. Sauf si on ne signe pas, j'espère qu'il s'en va en quelque part où ce qui va être apprécié puis de besoin. On a même parlé sur Crushing Cans hier. Est-ce qu'il y aurait une possibilité qu'il retourne à Détroit? Tu sais, ça pourrait être un fit pour lui. So, je sais pas. Ça... Tout est possible. Ça va être un été intéressant pour une couple de joueurs des Canadiens. Il y en a une couple qu'il faut qu'ils se fassent re-signer, mais encore une fois, Danault, il faut le garder à long terme. Pour le futur, là, moi, je le vois comme centre de troisième ligne, qui va jouer contre les gros joueurs. Puis la chimie qu'il y a avec beaucoup de joueurs dans l'équipe. Lui et Gallagher, là, ça marche tellement bien ensemble. Ça fait des années que ça marche bien. Puis il s'entend bien avec tout le monde. Il amène de quoi en désavantage numérique, pour les face-off aussi. Il n'y a aucune question, il faut le signer. Mais c'est surtout les mises en jeu. Moi, je trouve, je sais qu'on parle pas de séries éliminatoires vraiment, là, mais cette séries éliminatoires contre Toronto et contre Winnipeg, pour les mises en jeu, tu peux pas y enlever ça. Là, comme quand on dit coming in clutch, là, c'est ça qu'il fait. Il monte son leadership si l'équipe s'apparaît pendant les séries éliminatoires cette année. Donc, on lève notre chapeau à Philippe Danault, c'est certain. Puis, à un moment donné, ça va venir pour lui. Écoute, c'est juste it's a matter of time. Là. Ouais, c'est sûr. Donc, j'ai oublié j'étais pour commencer avec la deuxième ronde, mais la semaine passée, quand on a fait notre épisode, c'était la soirée de la partie numéro 7 contre Toronto. Donc, je l'ai juste touché sur la fermeture de la première ronde, qui était Montréal, qui bat Toronto en 7 parties, qui reviennent du déficit de 3-1 dans les séries, puis qui battent Toronto. Je me tanne pas d'entendre ça. Je pourrais entendre ça je sais. journée longue. Hein? Je vais mettre ça comme mon ringtone pour le group chat, là, puis ça va sonner constamment, je pense. Ouais, c'était 3-1. C'était 3-1. C'était 3-1. C'est tout. Puis en tout cas, que vous ne le saviez pas, c'était 3-1. Comme c'est absolument ridicule. Faut que écoute, je comprends les gens qui disent Montréal ne méritait pas d'être dans les séries. Si tu te bases sur notre dernier mois et demi, c'était pas fort. 100%, là, on va être honnête, c'était pas fort. Puis quand on a rentré dans les séries contre Toronto, sur papier, ont une meilleure équipe que Montréal. Et c'était quasiment écrit dans le ciel, c'est ça l'expression, écrit dans le ciel que Toronto gagnerait la série. Here we are. C'est ça les séries, hein?
C'est une nouvelle saison complètement. Tout ce que tu as fait avant, regarde, ça n'a pas rapport. Là. Ah ouais. Fait que dès la première game, c'est une nouvelle saison. On le voit contre les Jets. On n'était pas fort contre les Jets cette année. Mais là, on les démolit. Ce qu'on a fait. Puis tu sais, cette saison, je trouve que c'est pas juste de dire qu'on était vraiment pas bon parce que on était tellement blessés. T'sais, à tout bout de champ, il nous manquait 2-3 joueurs importants. C'était pas juste. On n'avait jamais la pleine équipe. Ben non. Price, il a manqué combien de matchs cette saison? Gallagher qui se pète la main. C'est des affaires de même. Tout au long de la saison, on manquait des joueurs. Mais là, on a une équipe complète. Puis c'est sûr qu'on a une couple de blessés. Là. Evans il est tombé au combat. Peut-être que Petrie aussi. Son petit doigt, il avait pas de l'air très beau. Mais quand même, on est capable de rester en santé, puis on voit qu'est-ce que ça donne. Là, on a une vraie équipe sur la glace, puis c'est beau à voir. 100%. Ce qui nous apporte, on va revenir aux Canadiens un petit peu plus tard, là, mais clairement, Toronto ne sont plus dans les séries, qui ont tout donné puis qui étaient supposés de faire la finale. Je m'excuse aux partisans de Toronto, mais bye-bye. Pour sauter dans la deuxième ronde, on a les Bruins contre les Islanders, qui est quand même une série assez... Tu vois, moi, je m'attendais que Boston était pour dominer ça. Mm-hmm. Aussitôt que ça a commencé, ils ont dominé un peu au début, puis là, ça commence à se replacer où que ça pourrait aller de n'importe quel côté. Ouais. Moi aussi, j'avais mis Boston. Je pense que j'avais mis Boston en 6. Boston en 6. Ouais. Là, c'est égal 2-2. Puis moi, je compare beaucoup les Islanders aux Canadiens du fait qu'ils n'ont pas vraiment de superstar. Ils n'ont pas une ligne de Pasternak, Bergeron, Marchand. Pareil comme nous autres. Fait que les Islanders, eux autres, c'est une équipe. C'est comme ça qu'ils gagnent en équipe. Tous les joueurs contribuent. Puis faut parler des gardiens de but. Là. Varlamov et Sorokin, les deux, sont incroyables en série là, contre Pittsburgh. Puis encore une fois, contre les Bruins, c'est quelque chose. Mais Pasternak qui manque le filet désert, pogne le poteau. Ça aurait pu gagner le match, ça. C'était 1-1. Puis il aurait Je pense que c'était 1-0 Boston. En tout cas, mais tu sais, il aurait pris l'avance. Il aurait pris l'avance. Puis il pognait le poteau. Dans tous les buts qu'il a compté de compliqué dans sa vie, il a le filet complètement ouvert, puis tu l'as vu, il se garoche à terre après, puis il peut pas y croire. Là, comme... Moi aussi, j'ai vu ça, puis j'ai dit, tu sais, comme ça, c'est une situation qui arriverait à Lekonen. C'est sûr. Il manquerait le but parce qu'il a tout fait, sauf la mettre dedans. Mais Pasternak, tu t'attends que ça rentre, ça, pas de problème. Non, c'était pas le cas. Mais il y a un autre match ce soir. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu penses qui se tourne là? Qui prend l'avance? Écoute, ça peut aller des deux côtés, honnêtement. Les Bruins, comme tu dis pour Toronto, sur papier, sont 10 fois meilleurs. Okay? C'est même pas proche. Fait que si vraiment ils focus, puis ils jouent bien, c'est eux autres qui vont gagner, c'est sûr. Islanders, il faut qu'ils restent sur le game plan. Là, ils ont vu comment battre les Bruins. Faites la même chose. Ouais. Mais là, je sais pas, ça va peut-être brasser un peu à soir avec ce qui s'est passé dans le dernier match. David Krejci qui a fait le coup de bâton. C'est coup de bâton, c'est du dardage, ça. D'un bijou de famille à Matt Barzal. Il y a eu une amende de 5 000 $ pour ça. Moi, ce qui me fait capoter, c'est quand l'arbitre il donne une punition majeure, 5 minutes, pour dardage, parce que c'était du dardage. Puis après ça, il revient sur sa décision, puis il donne 2 minutes pour coup de bâton. Il faut que quelqu'un m'explique ça, parce que... Un coup de bâton dans les noix. Ouais. Coup de bâton, ça marche pas, là. Je comprends pas. Ça fait aucun sens que... Non, je sais pas. Moi, tout, j'ai besoin d'une explication, comme... Expliquez-les-moi comme si j'avais 2 ans, là, parce que je la catch pas. Mais... Je trouve que c'était quand même la bonne décision. Est-ce que ça mérite une suspension? Non. Moi, je trouve pas, parce que tu vois ça quasiment une couple de fois pendant l'année, puis c'est toujours la même histoire, c'est toujours 5 000 d'amende. Je vois pas le point de commencer dans les séries éliminatoires puis mettre ça comme une suspension. Est-ce que c'était correct? Non. Est-ce que j'accepte le geste? Non. C'est pas quelque chose qui a sa place dans la ligue, c'est sûr, là, mais écoute, c'est 5 000, move on, mais
c'est facile à dire move on quand t'es pas sur la glace. So, comme tu as dit, ce soir, ça risque de brasser. On ne sait pas ce qui peut arriver. Il va y avoir un autre coup de bâton sur la main de quelqu'un d'autre, là, tu sais? On ne sait pas. Ouais, coup de bâton. Un coup de bâton, oui. Ça va être du dardage à la main bientôt. C'est ça. On a Hurricanes contre le Lightning, qui est... Tes deux équipes préférées. Ah oui, mes deux équipes préférées. Moi, je prends pour les arbitres encore. Donc, je prends pour les zèbres, c'est tout. J'ai de la misère à faire des commentaires sur les deux équipes tellement que je les déteste. C'est ultimement triste. Ben, moi, j'ai pas de parti pris, fait que je peux prendre cette série-là. Dans le fond, Tampa mène 3-1. Prochain match pour éliminer Hurricanes. Puis on voit 3-1, on se dit, ouais, pour Hurricanes, ça va pas bien, mais c'est pas le cas. Moi, j'ai regardé une couple de ces matchs-là. Hurricanes jouent très bien. Oui, ça joue du bon hockey. Je peux leur donner ça. Excellente série. Mais tu prends les joueurs de Lightning, là, Kucherov, Stamkos, Pointe, leurs gros joueurs se lèvent puis ils performent. Là. Tu peux pas rien faire quand eux autres, ils sont en feu. Puis présentement, ils brûlent. OK, fait c'est plate pour les Hurricanes. Je trouve qu'ils ont une bonne équipe. J'aurais aimé ça les voir aller loin, mais ça regarde pas bien. Tampa sont vraiment forts. Il faut pas que tu leur envoies ça. Ils ont gardé la même équipe que l'année passée, dans le fond. Fait que c'est l'équipe qui a gagné la Coupe Stanley. Encore une fois. Moi, je les ai mis en finale de la Coupe Stanley cette année encore. Là. On verra qu'est-ce qui se passe, mais à date, c'est en ligne pour ça. Ben ouais, ils peuvent rencontrer leur match à un moment donné où ils vont être trop confiants, puis ça peut juste être une floupe qui arrive. Là. N'importe quoi peut arriver dans les séries, c'est sûr. Mais, comme tu as dit, le Lightning qui a la chance d'éliminer les Hurricanes demain soir à 6h30. On va voir qu'est-ce qui arrive. C'est sûr que la semaine prochaine, on va avoir les résultats pour le prochain show. Une série que je peux apprécier en ce moment, c'est Golden Knights contre Colorado. Écoute, Vegas puis Minnesota, c'était déjà une série qui était incroyable à regarder, mais c'est encore plus incroyable à regarder deux équipes que moi, j'ai considérées les deux meilleures cette année, pendant la saison régulière, qui s'affrontent. Puis on pensait que l'Avalanche était pour détruire Vegas parce qu'il menait déjà 2-0. Puis on se tourne de bord, puis c'est égal 2-2 en ce moment. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui peut aller des deux côtés. Je ne sais pas ce qui va arriver avec ça, mais c'est des duels de gardiens, des duels de joueurs. Tout le monde se lève, ces deux équipes, puis c'est ridicule à regarder, le up and down, c'est malade. Puis, je trouve que cette série-là démontre très bien pourquoi que la bulle était tellement difficile pour les joueurs, parce qu'il n'y avait pas d'avantage d'être l'équipe maison. Tandis que là, les deux équipes qui étaient à la maison ont gagné. Donc, l'Avalanche était à la maison les deux premiers matchs, ils ont gagné les deux premiers matchs. Vegas était à la maison les deux derniers matchs, ils ont gagné les deux derniers matchs. Là, c'est 2-2. Donc, si la tendance se tient, ça va être Colorado en 7. Mais on voit à quel point que l'aréna puis les partisans jouent un rôle tellement important. Cette série-là le démontre très bien, à mon avis. 100%. Puis, un peu pour sauter là-dedans, le gouvernement qui a approuvé aussi que l'équipe qui va gagner la division du Nord va être capable de jouer les matchs à la maison et à l'étranger. Donc, c'est quelque chose de quand même gros pour les équipes pour l'équipe canadienne qui va se rendre en semi-finale. Ils ont fait une exemption à la quarantaine aussi. Donc, contente au moins qu'ils vont être capables de jouer à la maison pour que ça ne sera pas le fait d'être dans une autre bulle. Mais tu te demandes aussi si on fait par exemple que si c'est les Canadiens qui l'emportent puis qui se rendent soit à Vegas ou à Colorado, est-ce que la pression d'une crowd de même va être trop pour l'équipe qui va se rendre là parce qu'ils sont pas habitués, ou est-ce qu'ils vont they're gonna feed off of it? Tu sais, comme je me demande comment que ça va être. Est-ce que ça va être un changement de choc, même pour Winnipeg qui a eu, mettons que Winnipeg reviendrait, les autres ils ont eu 500 fans dans leur arena là. Ça doit être malade quand tu reviens puis tu rentres dans une atmosphère comme Vegas, surtout Vegas. Moi, on va prendre les Canadiens, par exemple. Il y a tellement de bons vétérans dans cette équipe-là. Eric Stahl, Corey Perry, Shea Weber, Carey Price.
ces joueurs-là, ils ont joué devant des grosses foules, ils sont habitués à ça. Tandis qu'il y a des joueurs comme Suzuki, Caulfield, ne sont peut-être pas habitués. Ben, c'est là que ces vétérans-là vont pouvoir les aider. Ils vont pouvoir leur garder la tête dans le game, puis vraiment les aider à focusser. Fait que je pense pas que ça va faire un impact énorme. Ben, j'espère, en tout cas, peut-être que oui, là, mais j'espère vraiment que non. Mais je suis vraiment content que le gouvernement a pris cette décision-là. Tous les joueurs, puis pas mal tous les membres des équipes sont vaccinés aujourd'hui. Au moins un vaccin, ouais. Au moins un, c'est ça, mais quand même, ils l'ont eu. Au Canada, ça va mieux. Aux États-Unis, ça va mieux. Je pense qu'ils n'ont rien à perdre. Puis, pour les fans, là, c'est énorme, ça. Là. 100%. Ce qui nous apporte aux Canadiens contre les Jets. Ce soir, le Canadien mène 3-0, comme qu'on a mentionné. Donc, on a la chance d'un balayage par le Canadien. Une équipe qui balaye une équipe qui a balayé l'autre équipe. Mais c'est pratiquement ça. Ouais. Je me souviens dans la bulle l'année passée, c'est ça qui arrivait. À chaque fois qu'une équipe balayait une équipe, ça faisait balayer le tour d'après. La tendance se continue. Je sais pas, on va voir. Puis, mais pour discuter un petit peu plus de la série, si on rentre en détail, il faut que tu apprécies le travail de Carey Price, non seulement contre Winnipeg, mais contre Toronto. Carey Price, en ce moment, joue comme le Carey Price de 2014 avant qu'il se fasse assommer par Kreider. Si je peux faire la comparaison, moi, c'est ça que je l'associe avec. Ah oui, c'est carrément ça. Écoute, blanchissage le match d'avant, juste un but ce match-ci qui n'aurait même pas dû compter parce qu'il aurait dû avoir une punition sur Byron. Mais c'est correct qu'on a gagné le match. Mais je trouve pas juste Price, mais c'est sûr qu'il faut donner du crédit à Price, mais défensivement, l'équipe au complet est incroyable. Nos défenseurs sont vraiment forts, mais aussi les attaquants. J'en ai parlé avec Drew après un post-game. Les attaquants s'impliquent tellement défensivement que on étouffe l'autre équipe. T'sais, à chaque fois qu'ils essayent de faire de quoi, fini, il n'y a rien qui se passe. Ou ils ont une petite shot, puis c'est pas une bonne occasion. C'est comme ça qu'on va gagner. C'est la défensive qui gagne les coupes. On l'a vu. À chaque année, c'est de même. Fait puis on regarde là, ça fait 376,14 minutes qu'on n'a pas tiré de l'arrière. Puis ça, c'est dans le record de la Ligue nationale, on est en 5e place présentement. Puis c'est pas fini. C'est pas fini. Fait qu'on continue de monter. Puis numéro 1, ben, c'est les Canadiens de 1960. En 60, fait ça pendant 488 minutes. Je sais pas si on va se rendre jusque-là. Quand même, j'en doute, là. Dans le top 5, il y a 3 équipes du Canadien. C'est cool à voir. C'est ça. Non, c'est une statistique qui est incroyable à regarder, c'est certain. Puis, comme tu as dit, écoute, on a parlé tantôt que pendant la saison régulière, on n'avait pas une équipe complète. Puis, quand tu regardais défensivement, c'était pas fort. Il y avait beaucoup de la défensive, si tu disais, comme, écoute, tu t'en vas en playoff avec ça, là, tu dureras pas longtemps, surtout contre Toronto. Mais la défensive s'est levée pendant les 2 premières rondes. Joue absolument ridicule, puis ça l'aide quand tu as un gardien de but comme Carey qui joue comme ton 3e défenseur. Aussitôt que Carey sort de son but, il est ridicule avec les passes qu'il fait puis la manière qu'il gère la rondelle en dehors de son but. Donc, c'est un gros avantage là aussi. Mais il faut que tu donnes crédit aussi à nos vétérans. Tu as Corey Perry puis Eric Staal qui jouent comme si on était en 2012. Là. C'est absolument ridicule à regarder. Puis, Eric Staal n'a peut-être pas eu une des meilleures saisons quand il est arrivé avec le Canadien, ce qui est moins 10 avec un but puis 2 passes, je pense. Là, il mène quasiment l'équipe avec le pointage. Puis tu le vois à chaque soir. C'est un gars qui est fait pour les séries éliminatoires. Puis, faut que tu lui donnes le crédit. Il joue une maudite bonne série. Ah oui. Je pense qu'il y a quoi? 6 passes, 2 buts, quelque chose de même à date. 8 points. Ouais. C'est débile. Je pense qu'il y a juste Toffoli qui en a plus présentement, mais wow, on dit la 4e ligne, mais je pense que Gallagher, il l'a très bien dit. C'est ça. C'est écrit la 4e ligne à côté, mais c'est pas vraiment la 4e ligne. Nous autres, on a 4 lignes, puis il n'y a pas de chiffre à côté. Là. Ces 4 lignes, tu peux jouer n'importe comment. Puis c'est pour ça qu'on est fort.
Ben, c'est ça, tu l'as comparé aux Islanders de New York. C'est une équipe en ce moment. C'est pas basé sur juste une ligne où ce que tu regardes Winnipeg en ce moment, qu'eux autres, c'était basé sur Stastny. Tu sais, on l'a besoin. Il était invisible hier soir. J'ai pogné toute une pénalité en plus après le but d'un Exactement. Tu sais, on a plusieurs joueurs qui se lèvent. Moi, je l'ai dit sur Crushing Cans hier que j'allais aimer voir Armia et beaucoup plus. Comme, oui, j'apprécie la série qu'il fait, mais surtout contre son ancienne équipe, j'aimerais ça le voir sur la feuille de pointage parce qu'aussitôt qu'il y en a un, il y en a deux. Puis, qu'est-ce qui est arrivé hier soir? 2 buts pour Armia. Faut que tu apprécies la chimie entre Suzuki et Caulfield. Parce que c'est débile à regarder, comme que tu dis. J'ai hâte de voir dans quelques années si ces deux-là sont ensemble, qu'est-ce qu'ils vont être capables de produire. Parce que Cole Caulfield, c'est a matter of time avant qu'il en mette une dedans. Il tire beaucoup plus au filet. Ça va être un joueur ridicule à regarder, là. Ah, c'est ça. Puis, tu sais, les deux joueurs peuvent créer des occasions puis la mettre dedans. Tu sais, hier, on a vu que c'était Caulfield qui a fait toute une passe à Suzuki, puis facile, il a mis dedans. Ça pourrait être vice-versa. Caulfield, hier, il y a eu 6 tirs au but. 6! Il y a juste Lekonen qui en a eu plus. Lekonen, il en a eu 7. Mais quand même, c'est ça qu'il faut, lui. Ah ouais. Fait que, non, à long terme, là, c'est vraiment le fun à regarder, mais présentement aussi, c'est bien plaisant. Écoute, cette ligne-là avec Toffoli aussi, là, ouais, c'est un rêve. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça à Montréal. 100%. Puis, une autre statistique qui était le fun à regarder hier, 2 buts en désavantage numérique, qui nous met à plus de buts en désavantage numérique que de buts en supériorité numérique. Que ça, it blows my mind, là. On était fort cette année. On est rendu à quoi? 13, je pense, pendant toute l'année qu'on a eu en désavantage, si je ne me trompe pas. Donc, tu sais, ça met la preuve sur comment fort que notre désavantage y est avec des jeunes comme Lekonen. Malheureusement, on n'a plus Evans, mais le désavantage est très fort. Il faut le mettre de même. C'est une chose que des équipes doivent avoir sous la tête comme pression aussi. Tu sais, oui, tu as besoin de scorer non seulement en avantage, mais ta défensive est mieux d'être bonne en tabarouette quand nous autres, on s'en vient de l'autre bord, là. Ben oui, c'est ça. On a 4 buts en désavantage numérique. Puis quand nous autres, on est en désavantage, on s'est juste fait scorer 3 fois, là. C'est comme... Ça l'en dit, là. Moi, j'ai jamais vu ça. Non. Mais c'est comme un special weapon. Le monde, il pense pas à ça, là. Les autres, ils veulent juste, OK, faut les arrêter quand les autres sont en avantage. Mais ils pensent pas que quand nous autres, on est en désavantage, ici, on est capable de faire du dommage. Fait, exactement. Ça joue à notre avantage aussi. Là, comment tu te prépares à ça? Comment, avant les games, tu te dis, OK, ouais, quand on est en avantage, boys, il faut jouer défensif. Ça marche pas, là. Non. Ça marche pas. Fait que là, c'est deux différentes affaires. Ah oui, c'est ça. Puis, écoute, là, on est rendu à 6 victoires consécutives. Puis la dernière fois qu'on a fait ça, c'était en 1993. Puis si on se souvient de ce qui s'est passé en 1993, c'est assez encourageant. Je dis ça de même. C'est une autre très bonne statistique, ça. On n'est pas superstitieux du tout, comme vous pouvez voir. Pas du tout. Mais on porte tout le même linge, on fait les mêmes shows, on dit les mêmes choses, on s'assied à la même place, puis on mange le même manger. Donc, pas superstitieux du tout. Juste avant qu'on quitte, je voulais avoir, on n'a pas vraiment parlé sur notre show encore, c'est arrivé la semaine passée, là. Qu'est-ce que tu en penses du coup de Scheifele à tête de Evans? Ben, moi, je vais toucher plus sur la suspension comme telle, puis je pense que c'était le bon move. 4 games, c'est pas mal fair, je trouve. C'est un assaut. La suspension est pour assaut. C'est pas pour coup à la tête ou whatever, c'est pour assaut. Puis c'est ça qu'il a fait. Il est parti d'un bout à l'autre de la patinoire, puis il est venu ramasser lui, Evans. Jamais qu'il a regardé la rondelle. Il avait toujours les yeux sur Evans. Puis il a ralenti un petit peu, mais quand même, il n'a pas ralenti assez. Puis on regarde les reprises, il aurait eu le temps d'aller pour la rondelle. Si vraiment c'est ça qu'il voulait, là, il aurait eu le temps d'empêcher le but. Mais il y avait quelque chose d'autre en tête. Fait que moi je pense que 4 matchs, c'était le bon corps.
100%. Écoute, on a parlé, on a essayé de voir, on s'entend que lorsque le coup est arrivé, c'était la panique totale pour tous les partisans, tout le monde tambour maudit, puis tout le monde voulait sa tête, là. Ouais. Mais une fois que tu as la chance de te calmer, puis de regarder le jeu au complet, tu sais, je vais prendre ce que Dale a dit dans le group chat aussi, que tu peux le voir de deux façons. Qui est allé pour prévenir un but, puis même si Jake il aurait pu se protéger, ça aurait peut-être été moins fort. OK, je comprends cette mentalité-là, mais quand tu regardes le jeu au complet, il part d'un bout de la glace, il speed skate jusqu'à l'autre bout, il ralentit un peu, puis comme tu as dit, à aucun point est-ce qu'il prend sa main avec son bâton pour empêcher le but, il se penche, puis il lève le coude. Il regardait une chose, Exactement. puis c'était Jake. Jamais qu'il a pensé d'aller pour la rondelle. Puis, donc, le monde, il questionnait, mais c'était pas un coup à tête, c'était pas un coup à tête. C'est pas le point d'être un coup à la tête en ce moment. Est-ce que la tête a eu un impact? Oui, quand il a frappé sa glace puis qu'il était knocked out avant qu'il frappe la glace. Ouais. Mais c'est l'assaut de, comme on dit en anglais, c'est intent to injure. C'était exactement ça. Il y avait un point en tête, lui, puis c'était d'assommer l'autre joueur parce que c'est ça. Donc, vis ta punition, t'es en haut dans la boîte, puis on le voit dans les photos comment qu'il est. Tu sais, écoute, bon. Ouais. Je sais qu'ils disent, écoute, il n'y avait pas de record avant, tu sais, la vie est belle, c'est un joueur qui est clean, c'est un bon joueur. Oui, mais tout joueur, en ce moment, qui est considéré cochon, a commencé par être clean. Ah oui. Tu sais? Mais c'est ça que le monde, ils comprennent pas. Oui, je comprends, c'est un bon gars, puis tout, là, mais ça questionne pas qu'est-ce qu'il a fait. Puis, on est juste chanceux que Jake n'a pas été à l'hôpital, puis qu'il n'est pas pire que qu'est-ce qu'il était, parce que le coup paraissait comme s'il s'en allait à l'hôpital, puis qu'il était fini. On n'oublie pas que c'est sa 3e commotion, déjà. Puis il a joué une pleine année dans sa carrière. Est-ce que ça va l'impacter dans le futur? Probablement. Mm-hmm. Puis il aurait pu terminer sa carrière direct là. On ne sait même pas si Jake revient. Ouais, c'était terriblement dangereux. Moi, sur le coup, je pensais que c'était le coup. J'ai vu, tu sais, quand il est tombé, là. Ouais, premièrement, même, là. Quand Scheifele l'a frappé, j'ai vu sa tête, elle a comme fait un 180. Je suis comme, oh boy, ça c'est pas bon. Puis quand il tombe sur sa tête. Puis, fait moi, j'étais sûr qu'il y avait un problème au cou. Ça me rappelait un peu Pacioretty quand il s'est cassé des vertèbres. Moi, j'avais ça en tête. Je suis comme, ah non, c'est pas encore. Ça va. Mais, tu sais, peu importe s'il est clean ou non. Moi, j'avais beaucoup de respect pour Scheifele avant. Je me disais, écoute, c'est un joueur de hockey. Lui, sa passion, c'est de jouer au hockey. Puis peut-être que là, il était trop primé, puis OK, c'est des séries, let's go, il faut faire de quoi, on perd, là. Mais c'était pas le bon move, puis je pense qu'il le sait. Il était... On dirait qu'on rentrait en dessous de sa peau toute la game, là. Ouais. Puis il était juste frustré qu'il n'y a rien qui marchait, puis il a dit « Fuck it, moi, je me laisse aller. » Mm-hmm. Tu sais? Mais écoute, pour conclure cette discussion-là, je veux donner respect à Ehlers qui s'est mis en avant de Jake puis qui a retenu l'équipe afin de protéger le joueur qui était fucké à terre. Ouais, ça, c'est beau à voir. Ça, c'est la conclusion que je fais de ça, c'est qu'au moins, il y a eu un joueur avec une tête sur ses épaules puis qui est venu à bout de dire « Écoute, il y a quelque chose qui va pas ici à place de me battre. » tout ça. Je comprends l'équipe qui ont voulu défendre. Je questionne pas ça du tout. Mais que c'est un joueur de l'autre équipe qui a protégé Jake Evans qui est à terre. Ouais, moi, j'étais vraiment... Je l'ai pas vu sur le coup, c'était après, j'ai vu des photos. Ouais, là, moi aussi, je l'ai remarqué après. C'était vraiment beau à voir, puis on remercie Nick Ehlers pour ça. 100%. Donc, ce soir, la partie contre les Jets est à 20h, un petit peu plus tard parce que c'est un back-to-back que je comprends pas pourquoi il y a des back-to-back en séries éliminatoires, ça fait aucun sens, là, mais ça, c'est une autre discussion. Le Canadien qui a la chance de balayer les Jets de Winnipeg ce soir, dès 20h. Avant la partie, Derek et Brandon vont faire Crushing Cans à 19h. C'est rendu un rituel parce qu'on joue très bien quand on fait Crushing Cans à la place du pre-game. Moi puis Drew, on a un petit break du pre-game. Mais écoute, les boys, j'ai pitié un peu pour le reste de moi avec toute la bière qu'ils boivent. Là. Donc, pour l'équipe, pas le choix. En direct à 19h, faites sûr de vous joindre à Derek et Brandon sur Crushing Cans.
Puis par la suite, on va avoir un post-game en direct avec Dale Weiss, Drew et moi-même. Donc, Dale qui est vraiment excité d'être parmi nous ce soir. Là. On espère que c'est après une victoire parce qu'il va être pompé 2 fois plus. Mais Shane, avant que je te laisse, as-tu des prédictions pour ce soir? Ben, moi, j'y vais pour une game assez serrée. Je pense que vraiment, les Jets, là, ils ont le feu dans le cul, puis ils n'ont pas le choix de sortir à Lyon. Exactement. Mais on a le momentum. Fait qu'en fin de compte, moi, je dis 4-3 en prolongation. Oh. Un beau petit but de notre capitaine Shea Weber. Fini la série. Ouais. C'est bold, ça. Moi, personnellement, je veux pas de prolongation parce qu'on a un show à faire après. So, non, comme tu as dit, je m'attends à un match qui va être quand même assez serré, mais on a l'avantage. Donc, aussitôt qu'on score le premier but, ils vont commencer à jouer avec le bâton serré, puis on va prendre l'avantage de ça. Donc, moi, je m'attends 3-1 Montréal. Puis, Caulfield ce soir. Yes. Continue à le dire, là. Le kid, il le mérite. Caulfield ce soir, puis Kotkaniemi. All right. Au moins, c'est mieux que Brandon qui dit 7-0. Faut l'aimer, hein? Pas sa meilleure prédiction. Je vais rire en tabarouette, c'est comme un 6-0. Je vais pas me plaindre. Pas du tout. Pas du tout. Gang, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube @Habs Tonight. On a frappé au-dessus de 6000 cette semaine. On est quasiment proche du 7000. Donc, on apprécie votre support sur les médias sociaux. @Habs Tonight encore. Sur Instagram, on vient de frapper 3000. Donc, on apprécie tout le support que vous nous donnez, tous les abonnements. Puis, si jamais ça vous tente de faire partie du segment autour de la Ligue ou des autres segments, envoyez-nous un courriel à live@habstonight.com. Puis, ça va nous faire plaisir de vous avoir comme invité sur le show. So, ceci dit, Shane, bonne journée. Puis, on espère qu'on sort les balais ce soir. Bonne game à tous. Ciao.